Jeanne Massa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations de lafourchette.com. Vous vendez des fourchettes? Non, pas des fourchettes, mais on essaye d'emmener les gens au restaurant. Voilà. Alors, racontez-nous ce que c'est que lafourchette.com. Lafourchette.com, c'est une... encore, bon, presque plus, mais encore start-up, qui a été fondée par des passionnés de la restauration et de l'autre côté du monde de l'e-commerce. Il y a maintenant 6 ans en France et 5 ans en Espagne, une année après la Pourquoi l'Espagne? C'est juste historique. Un des 3 Passer ses vacances associés était un petit jeune qui n'avait qu'une envie, d'origine espagnole, de rentrer dans son pays et qui a dit « moi j'emmène la fourchette en Espagne ». Voilà. Donc monsieur Bertrand Gérance-Berger, Patrick d'Alsace sont les 2 fondateurs en France, Marcos Alves est un des fondateurs qui a emmené la fourchette en Espagne, qui est devenue El Tenedor, parce qu'il faut, il faut le faire comprendre aux Espagnols. D'accord. Et donc c'est avant tout un site de réservation de restaurants en ligne, et ensuite avec deux visions, une vision qui est celle pour les internautes, très simple, vous allez sur la fourchette, vous avez une multitude d'offres de restaurants, parfois des promotions, parfois pas, mais vous avez de quoi découvrir de nouveaux endroits et réserver très simplement sans avoir à passer du temps au téléphone pour essayer de joindre un restaurant. Et ensuite, de l'autre côté, pour les restaurateurs, donc là on leur propose un software, quelque chose qui remplace leur fameux cahier de réservation. On a une gestion de leur service jusqu'à leur plan de table, et puis surtout pour de très beaux restaurants, la possibilité de commencer à connaître leurs clients. Parce que c'est une des difficultés en restaurant. Les clients passent, et on ne les connaît pas. Est-ce qu'on les connaît? Voilà. Est-ce qu'on a moyen de les retenir en dehors de ce petit cahier écrit à la main par chacune des personnes, les uns derrière les autres? Donc à un moment donné, c'est aussi la manière d'engranger de la connaissance de leurs clients. Ils peuvent commencer à avoir une base de données pour leurs clients. Alors vous êtes arrivé dans cette fourchette par quel circuit? Très étrange, je venais de la restauration rapide. C'est déjà un point commun, c'est déjà le mot restauration. Oui, c'est pas le même type de restauration, je vous avouerai. Donc je venais d'un groupe assez important qui est Pizza Hut, KFC. Comment ça s'est fait? Quelqu'un qui est assez influent dans le monde de la relation client, monsieur Thierry Spencer, blogueur émérite du sens que nous du connaissons client. bien dans cette maison. J'imagine, je n'en doute pas, a déjeuné un jour avec Bertrand Gérance-Berger, donc PDG de la fourchette, qui lui a dit « écoute, je suis désespéré, j'ai besoin de quelqu'un pour mes services clients. C'est à Barcelone, il faut tout monter, il y a tout à faire, je ne sais pas par quel bout le prendre. » Et Thierry Spencer a dit « ah, je connais quelqu'un qui est génial. » Et voilà. Et il m'a très bien vendu. Ça fait 2 ans que l'aventure a commencé avec la fourchette. Et du coup, c'est une très très belle aventure. Alors cette fourchette, donc c'est la mise en commun, donc on voit bien que vous êtes un intermédiaire. Oui, tout à fait. Ce qui est intelligent dans cette affaire, c'est le coût du software que vous fournissez aux restaurateurs. Alors, ça c'est très intelligent d'un côté parce que ça aide les restaurateurs, donc c'est un vrai facilitateur, en fait c'est un vrai besoin chez eux, et véritablement ce software il a été créé sur les attentes de monsieur Alain Ducasse, donc c'est lui qui a dit j'ai besoin de quelque chose, et qui connaissait de l'autre côté nos fondateurs, et qui s'est assis sur la table et a dessiné son outil idéal. Et puis il y avait un petit friki, en tout cas un geek dans le lot des fondateurs qui a dit bon, du coup on va monter ça. Ils ont construit cet outil qui est véritablement révolutionnaire, calqué quand même sur de très bonnes idées qui sont aux États-Unis. C'est un copie, un MeToo de ce qui s'est fait ailleurs aux États-Unis? D'un site, effectivement, il y a un site aux États-Unis qui s'appelle OpenTable. Et c'était une très bonne idée, qui est très bien implantée aux États-Unis, qui n'est pas réussi à rentrer en France pour une simple et bonne raison, c'est que finalement la restauration est aussi une question de culture. Et les restaurateurs ont besoin d'avoir des personnes qui comprennent leurs besoins, leurs attentes, et elles ne sont pas forcément les mêmes en France qu'aux États-Unis.
le bon intermédiaire supplémentaire, ça a été Alain Ducasse. Ça a été Alain Ducasse qui a fait son savoir, qui a sa pratique, son expérience, ses besoins, donc là pour répondre véritablement aux attentes du professionnel. Et puis de l'autre côté, le site qui était quelque chose de complètement nouveau en France. Il n'y avait pas encore d'intermédiaire à ce niveau-là, on ne réserve pas. C'est vrai qu'il y a 6 ans, c'était déjà effectivement quelque chose d'encore plus avancé que maintenant. C'était révolutionnaire, et puis il a fallu éduquer en plus ce marché. Aujourd'hui, on a fait nos 10 millions de réservations, on est très heureux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi apporteur d'affaires pour les restaurants. Donc on a une part en France importante, on est sur ce marché. Alors, comment vous avez fait ce développement? Vous dites 1 million? 10 millions. 10 millions. Ça y est. D'accord, donc ça fait plus d'1 million par an. Ouais, donc il y a une grosse croissance. Une croissance impressionnante, ouais. Et alors, ça se passe comment? C'est le bouche à oreille, c'est le buzz sur Internet, c'est la campagne de publicité classique? Comment vous avez fait? Alors, il y a une part d'acquisition normale, avec des jeux, avec des partenariats, avec de l'affiliation, avec des partenaires. Et puis de l'autre côté, oui, le bouche à oreille. Et des vrais fans de la fourchette. On en recevait tout à l'heure, on avait une table ronde qu'on organise avec nos clients pour leur présenter nos nouveautés, etc. Parce que je peux même vous annoncer. Allez-y, une nouveauté. Une vraie nouveauté. On a tout refondu, on a tout changé à la fourchette cette année. Et on sort notre nouveau site internet dimanche prochain, le 24 février. Et voilà, donc c'est une primeur. La presse ne le sait pas encore. Nos internautes commencent à le savoir parce qu'on est en train de leur présenter. Donc ça, c'est quoi? C'est de meilleures fonctionnalités, c'est plus simple, ça marche sur mobile, ça marche sur tablette. C'est surtout écouter nos clients. Alors bien sûr, ça va marcher sur mobile. On a déjà des applis mobiles. On a une appli iPhone, on a une appli Android, on a un site en HTML, un site web. On a bientôt l'iPad arrive, etc., etc., etc. C'est normal, c'est sur de la mobilité. Le restaurant fait partie finalement de votre vie courante, ce qui fait que c'est pas non plus des attentes qui sont celles finalement de l'e-commerce classique, on va dire. Mais il y a du last minute, mais il y a plein de choses comme ça. Je suis dans la rue, j'ai besoin d'un restaurant, le smartphone c'est la solution idéale. Et depuis le lancement de notre appli iPhone, on a aujourd'hui plus de 15% de nos réservations qui passent sur l'appli iPhone en tant que tel. Je ne fais pas la somme de tous les sites mobiles, mais c'est très rapide et ça démontre l'intérêt réel qu'il y a pour ces canaux-là. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait aussi par le bouche-oreille. Je vous disais, notre tablé d'internautes était des fans. Ils disent on est là depuis 2009, on est là depuis... on est avec vous, on vous suit, j'en suis. Alors elle avait sorti son compte client. Alors comment est-ce que vous créez un lien? Vous, tout se passe par Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Alors, on existe au téléphone, c'est ce qui est important sur une réservation telle que celle-ci, où on ne paye pas, parce que pour l'internaute c'est gratuit. Donc comme c'est gratuit, il y a un peu de doute, il a fallu éduquer là aussi, rassurer, beaucoup rassurer. Donc il est important d'être joignable aussi au téléphone. Donc on a un service client qui est joignable au téléphone tous les jours de la semaine. C'est pas par là que passe la réservation. Non. C'est au cas où les gens ont besoin de rassurer. C'est quand ils ont besoin de rassurer ou simplement d'être guidés ou d'être conseillés parce qu'à un moment donné c'est du restaurant. Donc on a besoin aussi de conseils. On en apporte beaucoup, on a un certain nombre de filtres, vous pouvez filtrer par type de cuisine, pour les végétariens, enfin, beaucoup de critères qu'on a encore améliorés parce qu'il y avait encore des attentes à ce niveau-là. Par géolocalisation, par arrondissement, mais à un moment donné, le conseil est important. On le voit par quoi? Par les opinions, par les avis aujourd'hui, qui sont très importants sur notre site, qui ont une vraie valeur. La plupart disent, moi je regarde, je sais, la note de la fourchette a une valeur pour moi, je sais que je vais dans les restaurants qui ont telle note. J'imagine que là, vous en avez parlé avec Thierry Spencer, qui va vous parler des avis consommateurs. Et comment on en a beaucoup débattu, j'étais à ses côtés sur un certain nombre. Bien sûr, les avis consommateurs sont très importants. Ceux de la fourchette sont assez simples par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. C'est que c'est des avis qui sont sollicités aux personnes une fois qu'elles ont été au restaurant, donc après la réservation.
Et finalement, on n'a pas, en termes de fiabilité, on ne s'est pas posé les questions de dire on ouvre les avis à toute personne. Et c'est-à-dire que vous autorisez les avis très négatifs? Oui, bien sûr. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est le principe. Ouais. Aujourd'hui, d'être en toute transparence. Donc le restaurateur qui adhère à la fourchette, dans ces cas-là, il n'est pas déçu. Donc il n'a plus qu'à changer de métier ou changer de cuistot. Absolument pas. On arrive à lui faire comprendre, ouais. À un moment donné, là aussi, ça a été une part, ça a été assez dur. Enfin, c'est même des réactions qui sont parfois conflictives avec nos clients restaurateurs, parce que ce sont aussi nos clients de l'autre côté. Mais ils arrivent à comprendre que c'est un vecteur d'amélioration pour eux aussi. Oui. Et ceux qui véritablement ont compris tout ça, les suivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils vont les suivre, qu'ils vont les rappeler, ils en font un correctif, ils savent ce qui s'est passé sur leur service en lisant les opinions qui arrivent derrière. Maintenant, c'est vrai aussi que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une certaine quantité d'opinions pour qu'elles puissent être représentatives. Et puis voilà, et en disant si vous vous améliorez, vous aurez. Aujourd'hui, alors la même chose, les restaurateurs le savent. Aujourd'hui, à partir d'une certaine note, on commence à suivre les restaurants. S'ils descendent en dessous de 7, beaucoup d'internautes nous disent mais pourquoi vous n'avez que des restaurants avec des bonnes notes sur la fourchette? Parce qu'à partir du moment où ils descendent en dessous de 7, on les suit. Et quand ils arrivent à 6, on se permet aujourd'hui de dire bah, écoutez, vous ne correspondez pas aux attentes des internautes, donc à un certain moment aux attentes de vos clients aussi. Donc vous les déréférencez? On les référence. Et là, comme Bernard Loiseau se suicide? Non. Pas encore? Non. Non. Ça, on n'en a eu aucun avec la fourchette. Bon, mais voilà, on n'est pas non plus un guide Michelin aujourd'hui, on n'a pas cette volonté-là. Ce qu'on a en termes de volonté, nous on est le reflet de l'attente des consommateurs au global. On n'est pas un critique et on n'est pas un choix partial. On essaye d'être, pour le coup, assez impartial sur le sujet. Donc vous avez deux clients. Oui. Vous avez le restaurateur, oui. Et le restaurateur vous lui apportez des clients et un baromètre de satisfaction. Tout à fait. Et au consommateur, vous lui apportez des avis des autres consommateurs et des adresses, apporter des adresses, ses goûts, un moyen de mieux trouver fourchette à sa bouche. Exactement, très joli. Et donc, j'en reviens, est-ce que vous êtes un pure player Internet? Est-ce que vous avez envisagé la relation client comme un pure player, c'est-à-dire je vais travailler mon référencement, je vais faire du retargeting, quelle technique vous utilisez pour améliorer votre visibilité et votre performance? Bien sûr qu'on utilise les achats techniques, de mots-clés, etc. Bien sûr qu'on investit dans les achats de mots-clés. C'était une des manières d'être présent sur ce monde-là. Bien sûr qu'on souhaite que la fourchette arrive à votre esprit le plus rapidement possible. Donc sur Internet, qui est notre secteur, on utilise toute la pléthore de canaux disponibles. Le référencement naturel d'un côté, c'est clair, on le travaille, on le retravaille, et puis là, je vous avouerai avec le changement de site, de plateforme technique, parce qu'on a tout, vous avez peur cassé et tout refait. Casser votre référencement ou pas trop? Normalement, on a pris nos précautions en toute sincérité. Ça reste quand même une des inconnues. Donc la clé pour vous, c'est le référencement Google, référencement naturel. Référencement naturel. Le plus important. Après, il y a des investissements en achat de mots-clés aussi. D'accord. Très clairement. Et ensuite, on a beaucoup de contenu sur notre site. On a beaucoup de contenu en termes de restaurants sur notre site. On a aujourd'hui plus de 12 000 restaurants. Donc c'est ça aussi qui crée notre référencement à tous les niveaux. Ensuite, que ce soit en géologue, que ce soit, voilà, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas utilisé de la publicité. On ne fait pas de display. On ne fait pas de display. Par contre, on a travaillé l'affiliation, oui, avec des sites partenaires, des choses qui nous semblent intéressantes, l'internaute, Citybox, etc. C'est des endroits... Le retargeting? Le retargeting, on fait des tests. Aujourd'hui, j'explique pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. On n'est pas spécialiste, mais on a commencé à tester sur cette année. Et ça vous semble probant?
Ça peut être intéressant. Ça peut être un vecteur intéressant pour nous. Une explication pour les auditeurs, c'est que le retargeting, c'est ce qui vous suit, c'est ce qui fait qu'un site sur lequel vous venez de passer va vous suivre un peu à la trace sur les sites suivants sur lesquels vous allez naviguer, et avec des bannières qui vont apparaître avec des formats plus ou moins adaptés, etc. Aujourd'hui, c'est un test. C'est un test. C'est un test, on a fait le choix d'un prestataire et on passe à travers. On a lancé un test en France, on a lancé le test aussi en Espagne. C'est beaucoup trop tôt, ça fait tout juste 1 mois et demi. D'accord. Donc c'est beaucoup trop tôt pour vous dire oui, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Non, ça ne l'est pas. Mais on a considéré qu'il fallait que c'était un canal à creuser. Ouais. Alors vous êtes typiquement dans une approche communautaire, parce que vous créez une communauté des utilisateurs de votre site, en quelque sorte, qui ont un point commun, c'est d'être intéressés par le fait de manger. Remarquez, ça c'est à peu près la plupart des gens qui peuvent. Mais avec une approche qui est probablement de se faire plaisir et de trouver quelque chose qui corresponde à ses goûts, de ses moyens, de la proximité géographique, etc. Jusqu'où ça va, l'esprit communautaire aujourd'hui à la Fourchette? Alors aujourd'hui, encore une fois, tout est embryonnaire. On est sur une start-up, tout est embryonnaire. Vous êtes combien? Je ne vous ai pas demandé. On est combien? On est 180 en tout. 180, voilà. Y compris en Espagne? Oui, 2 pays confondus. D'accord. C'est déjà une belle armée, ça fait 6 ans, ça fait une... C'est une belle armée, mais considérez qu'on a toutes les personnes qui ont fait le site, tout est en interne, tout est chez nous. Tout est ici, les développeurs, on a un bataillon de 30 développeurs, on n'a pas été faire un site aux Indes ou... D'accord. Vous maîtrisez vous-même, vous continuez à travailler dessus en permanence, c'est vous qui développez de nouvelles versions. Les services clients de la même manière. Pourquoi vous faites ça? Alors, c'est culturel? C'est culturel, très clairement, c'est culturel à la base, et aujourd'hui, c'est aussi une maîtrise de la qualité et du résultat. Parce que les prestataires ne sont pas assez bons. On a externalisé un petit bout, alors après on n'a peut-être pas trouvé les bons prestataires non plus, on a externalisé un petit bout sur un planning à rallonge, parce qu'en plus on a voulu refaire ça avec de belles technologies, etc. Donc il faut trouver aussi des personnes qui sont capables d'aller sur... Quelle technologie? Donc aujourd'hui le site est tout développé en Symfony. Symfony, d'accord. C'est un joli nom. C'est un très joli nom. Ne m'en demandez pas beaucoup plus parce que ce n'est pour le coup pas mon domaine. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes en France capables de développer aujourd'hui sur Symfony. Il y a des sites qui sont déjà construits avec, mais ça demande aussi donc, beaucoup de soins sur l'ergonomie. Beaucoup de soins sur l'ergonomie. Là, beaucoup d'écoute des clients. Dans un premier temps, pour le coup, on a pris 1 an pour ce beau projet. Alors, écoute des clients comment? Écoute des clients à travers, en les faisant venir, en questionnant notre base. En les faisant venir dans vos locaux? Oui. Pour rencontrer les designers, les web designers, pour etc. rencontrer les équipes produits, qui sont les équipes qui conçoivent, marketing de l'autre côté, et puis de mon côté, tout ce qu'on considère la partie opérationnelle, puisque vous étiez intéressé sur cette partie-là. Ce sont les services clients, mais ce sont aussi tous les services support. Donc il y a de la mise à jour de contenu, beaucoup. Voilà, les restaurateurs, ils ont besoin qu'on mette à jour leur menu. Alors il y a des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes, puis il y a des choses qu'il faut que je fasse moi. Alors l'information que vous délivrez, c'est quoi? C'est la localisation, c'est les prix, c'est les menus en détail. Oui. Quand les gens réservent, c'est aussi est-ce que je serai à côté de la cheminée ou à côté de la fenêtre? Ça, ils peuvent mettre leurs préférences. Après, on ne peut pas s'engager sur ces préférences. Très clairement, c'est le restaurateur qui va placer la table. Et ensuite, par contre, oui, on transmet cette demande au restaurateur qui ne la prend pas en compte. Aujourd'hui, dans le contrat qu'on a avec le restaurateur, il n'est pas obligé, quand on demande une terrasse, parfois la terrasse n'est pas forcément réservable. Ça, c'est à nous de le savoir et de le mettre en information, mais il se peut que la terrasse soit complète au moment où elle est arrivée parce qu'il y a du passage. Donc la disponibilité, lui, il la garantit sur le restaurant, pas forcément sur la terrasse ou sur la table à côté de la cheminée. C'est pas celle-ci qu'il nous donne obligatoirement. D'accord. Donc c'est une voie de progrès. Oui. Aller jusqu'à pouvoir être certain de l'endroit où je vais me trouver assis, un peu comme dans une salle de spectacle, quoi. La garantie de l'endroit où je vais me trouver, oui. Pourquoi pas. C'est aujourd'hui l'attente véritable de nos internautes,
c'est d'avoir de la disponibilité. C'est la première des attentes. Je voudrais avoir de la disponibilité à l'heure où je l'ai demandé, au moment où je l'ai demandé, c'est-à-dire le savoir tout de suite, avoir la confirmation immédiate, etc. Et quand je réserve, je peux aller jusqu'à avoir réservé enfin, ce que je vais manger, mon menu? Non, aujourd'hui non. J'ai l'information, mais J'ai l'information. Après, c'est très clairement, et après on peut parler aussi des offres qui sont sur la fourchette, mais il y a une vraie volonté de dire, vous allez au restaurant comme si vous y alliez vous-même. Je suis en train simplement de vous offrir le service de la réservation. De la réservation. Je vous facilite la vie parce que je devrais être inspirationnel dans un certain sens. Je vous fais découvrir des endroits où vous n'aurez pas forcément eu l'idée d'aller. Et puis de l'autre côté, je vous facilite la partie pratique parce qu'essayer d'appeler un restaurant, ce n'est pas simple. Soit ils sont fermés, soit ils sont occupés. Soit ils sont occupés. Donc après, il y a un temps de latence, etc. Et donc, pour le coup, c'est un vrai service pratico-pratique que j'offre. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Ça va évoluer vers plus de personnalisation. Le site, lui, va évoluer dans un premier temps sur des choses, c'est très design. On sera beaucoup plus épuré, on sera beaucoup plus simple. L'appli iPhone a eu un très grand succès. On a calqué on va dire, les progrès qu'on a fait sur l'appli iPhone sur le site en lui-même. Donc on apporte un petit peu plus d'inspiration, on apporte un petit peu plus de communauté. Il va y avoir ce qu'on appelle une timeline sur le côté qui va être en perpétuel mouvement, sur lequel il y a un nouveau restaurant, il apparaîtra là, qui est mis en ligne, il apparaîtra là, il y a une nouvelle promotion qui est mise en ligne, elle apparaîtra là, il y a un nouvel avis posté par un internaute, il apparaîtra là au fur et à mesure. Si je veux manger à la même table que Jack Nicholson, je vais qu'à réserver dans le même restaurant que lui. Exactement, si vous savez que Jack... Et après de faire de nos... Oui, mais tout à fait. Oui. Voilà. Aujourd'hui, l'étape suivante, c'est de dire au sein de notre communauté, finalement c'est des gastronomes. La plupart c'est des gastronomes, la plupart c'est des gens comme vous et moi qui aiment manger, qui ont besoin, parce que l'expérience aussi derrière c'est finalement une expérience très conviviale. On va rarement au restaurant tout seul, quoiqu'il y en a certains qui veulent y aller tout seul et pouvoir y aller tout seul, et ce n'est pas simple non plus, c'est une autre problématique à gérer. Les restaurateurs n'aiment pas les personnes tout seules parce que ça leur occupe une table complète, etc., etc., etc. Donc il faut pouvoir apporter aussi des réponses à ces attentes-là. Mais ce moment convivial fait que c'est très communautaire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant sur nos avis, on permet, lorsque vous faites une réservation, d'inviter vos convives. Donc, quand vous invitez vos convives, d'abord vous leur envoyez une photo du restaurant, la confirmation de la réservation. Moi, Jeanne Massa, je vous ai invité chez un tel ou un tel, et à telle heure, on se retrouve là-bas. Si je suis libre, je viendrai, mais... Et derrière, quand je sors de mon restaurant, je reçois un petit mail qui me dit donnez-moi votre opinion sur cette expérience. Moi, en tant que convive, je serai relationné à la table de Jeanne Massa, mais je peux donner mon avis. Et à partir de là, je commence à construire la communauté. Et du coup, Jeanne Massa, je suis un peu ambassadrice. J'invite mes amis, je leur fais découvrir la fourchette, je leur fais découvrir des restaurants, plusieurs restaurants. Je fais beaucoup de restaurants, donc j'ai un avis sur ces restaurants. Quand je participe et que j'écris, c'est un engagement, c'est un vrai engagement de la part de l'internaute. Et pour le coup, je peux devenir un ambassadeur. Demain, sur la fourchette, j'aurai des personnes qu'on va pouvoir suivre. Voilà, si Jeanne Massa est la spécialiste... vous allez coupler ça avec Twitter. Ce sera un avec mélange Facebook, avec Twitter. Ce sera un mélange de Foursquare de Twitter. Exactement. D'accord. Exactement. C'est la volonté vous dites, par exemple, de la roadmap 2013. Bon. Et si vous dites les restaurateurs n'aiment pas les célibataires qui mangent tout seuls, est-ce qu'on pourrait imaginer un système où on puisse dire, écoutez, tiens, j'ai tel célibataire à telle et telle table, on fait une table de 4 et on se fait une belote, quoi. C'est l'esprit de la table ronde. Oui. Il y a certains restaurants qui travaillent sur ce concept-là. J'en connais quelques-uns ici. Mais là, effectivement, comme avec votre système, vous savez qui est déjà réservé. Vous pouvez dire, vous avez la possibilité vous pouvez dire, je suis open, mais au principe, et valider telle ou telle personne qui pourrait déjeuner avec moi. Oui. Alors après, c'est compliqué, quoi. Là, ça, on engage la fiabilité de la personne qui va arriver à votre table. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire
pas là. Par contre, de devenir entre guillemets le doodle de la restauration pour dire je suis avec un groupe d'amis, c'est compliqué de choisir un restaurant, finalement moi je veux leur proposer 3 restaurants sur la fourchette avec des dates différentes et qu'on se décide tous ensemble. Ça c'est une des fonctionnalités qu'on veut offrir aussi. Ça c'est très fort, très bien. Voilà. Et c'est là oui, on arrive sur quelque chose où on ne prend pas des engagements, on n'arrive pas sur le domaine personnel, on n'est pas un site de rencontre. Alors ce que vous faites, c'est pratiquement une espèce de relation client pure et parfaite, c'est que c'est votre cœur de métier, vous faites vraiment, c'est de la relation client à tout point de vue. Ouais. L'expérience, vous la prenez en compte, on l'a vu avec des avis, etc. Ça fait partie. On la prend en compte et on y répond. C'est-à-dire, ce matin, un de nos internautes VIP me dit, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait une remarque sur un avis, vous m'avez rappelé. Et on s'engage. C'est-à-dire que vous me dites finalement, moi je vous ai proposé un restaurant et sur ce restaurant je n'ai pas été satisfait pour X ou Y raison. Moi je vais gérer ça en tant que service client pour le coup. D'accord. Et en tant que service client, j'interviens. Je sers d'intermédiaire avec le restaurant en lui disant il n'a pas été content ce client. Il se dirige à moi parce qu'il a fait la réservation auprès de moi. Même si l'expérience pour le coup en tant que telle de la soirée est une expérience qu'il a vécue chez vous. Et comme on est dans un partenariat main dans la main, on essaie de lui expliquer ce qu'a été l'expérience du client, d'avoir de sa part une réponse réelle pour le client, et sinon de s'engager auprès du client. Alors l'évolution c'est quoi? C'est les hôtels, ou c'est l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. C'est plutôt l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie que les hôtels. Les hôtels, c'est pas notre vocation. À part s'ils ont un très beau restaurant au sein de l'hôtel, on veut rester, on n'est pas voué au domaine des loisirs. On est restauration. Donc et on est spécialiste de la restauration. Donc c'est le nouveau Goemio. Vous, clairement, votre compétiteur, ça sera les... Aujourd'hui, ça l'est. Oui. Les uns comme les autres, les Michelin, les Goemio, bien sûr. Et comment est-ce que ça se passe? Ils vous regardent, ils vont vous copier, ils vont répondre du tac au tac en fourbissant leurs armes sur le même terrain? Ils ont commencé. Ils ont commencé, oui. Ils ont commencé. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est le pas obligatoire. Le papier, on va le laisser. C'est la première des choses. Donc aujourd'hui, il faut devenir un référent sur Internet. Premièrement. Deuxièmement, encore une fois, c'est ce qui aujourd'hui, pour moi, a le plus de valeur. Je suis intéressée par avoir la vue du spécialiste, bien sûr, mais c'est d'un des éléments qui va rentrer dans ma décision. C'est pas celui qui va déterminer mon choix. Entre ma communauté, 2, la personne lambda, qui finalement, la somme des personnes lambda a pour moi plus de force que le spécialiste. Alors ça c'est un vrai débat. C'est un vrai débat parce qu'on pourrait dire la même chose pour les critiques de cinéma. Est-ce qu'on préfère avoir le critique dans lequel on a confiance ou 5000 avis de gens qui n'ont pas les mêmes? Je pense qu'il faut les deux. Ouais. Très clairement, il faut les deux. Vous faites comme ça pour le cinéma? Comment vous faites? Pour le cinéma? Oui. Pour le coup, je regarde le trailer. Je me décide. Non, mais c'est entre les cinéastes qui me plaisent et la bande-annonce et les acteurs, parce que voilà, il y a tout un jeu qui rentre. Et finalement, dans le restaurant, je vais regarder le chef aussi, aujourd'hui, parce que j'ai un œil un petit peu plus averti. Parce que vous le connaissez, parce que souvent, mais ils ne sont pas forcément connus, mais ils sont en train d'être... Enfin, il y a une vraie tendance de starification des chefs. En France, aussi bien qu'en Espagne. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à justement la mise en valeur ou à l'utilisation de ce facteur comme étant un service complémentaire qui sera la starification des chefs en fonction du nombre d'étoiles à la fourchette? C'est des fourchettes, votre évaluation, c'est quoi? C'est des étoiles? Aujourd'hui, c'est des étoiles. Aujourd'hui, c'est des étoiles. On avait beaucoup réfléchi aux fourchettes. Ouais. On fera peut-être un jour les fourchettes. Aujourd'hui, c'est des étoiles. Et non, je pense que pour eux, ça a une vraie valeur parce que c'est une valeur qui est aussi liée véritablement à leurs chiffres. On est, de la même manière, on est une solution pratique pour l'utilisateur, pour l'internaute, on est une solution pratique pour le restaurant. Finalement, il a une table disponible, il nous donne une table à remplir. Vous êtes aussi un canal de communication. Et donc, on est un canal de communication pour eux, on leur donne de la visibilité aussi. Et Donc, il peut y avoir une partie
news qui serait la mise en évidence de tel ou tel profil, le profil du mois, la bonne surprise, le nouveau chef qui a le plus eu Aujourd'hui, il y a une vraie d'étoiles. attente à ce que la fourchette soit plus conseil, à ce que la fourchette prenne la parole. Ouais, imaginez, C'est en débat. Tout C'est simplement parce que comment exactement ce que vous faites quand vous référencez un chef en dessous de 6 étoiles. En dessous de notre note, oui, en dessous des notes de 6. Ben, oui et non. Encore une fois, c'est proposer une offre de qualité à nos internautes. Et c'est le seul engagement que l'on prend aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire, moi, à la fourchette, un tel est meilleur qu'un tel. Aujourd'hui, j'essaye l'intérêt, c'est aussi de rester neutre, d'offrir cette visibilité-là. Par contre, oui, le seul engagement que je prends, c'est que j'essaye, et je vais essayer de plus en plus, que l'offre que je propose soit une offre de qualité. Et cette offre de qualité, alors après, la perception de la qualité, elle est différente chez les uns et chez les autres. C'est la somme de tout ça qui est fait important. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard justement sur l'usage qui est fait par les internautes de ce produit? Est-ce que vous forgez une idée sur ce qu'est la qualité perçue par les consommateurs des produits de restauration? Et alors encore une fois, je pense que une mine d'or sont les avis. 500 000 avis, il y a une mine d'or, toute personne qui arrive à la fourchette, tout collaborateur qui rentre à la fourchette commence par modérer, lire des avis. Les avis sont tous lus avant d'être publiés. Les seules choses qui sont écartées sont les insultes, etc. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage, ça serait plus drôle, mais... Oui, de temps en temps, mais bon, on évite. Et pour le coup, ça donne une très très bonne image de tout ce qu'il va avoir à vivre sur ce secteur. Que ce soit sur la partie internet ou sur la partie restaurant. Est-ce que par exemple vous avez un regard sur les gens adorent les pizzas? Ou pour l'instant la grande tendance c'est le japonais Aujourd'hui, l'intérêt c'est qu'on peut faire, on a pour le coup, avec nos 10 millions de réservations, les tendances de ce que sont les restaurants les plus réservés sur la fourchette. Généralement, ça se colle avec les restaurants les plus recherchés sur Google. Ça se colle, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, les tendances de type de cuisine les plus recherchées, les plus en vogue. Oui, on a vu monter les demandes des internautes. Oui, on a vu monter, etc. Les demandes des internautes par rapport à leur réservation. Est-ce qu'il y a des choses que les gens demandent systématiquement? Je ne sais pas. Des choses que demandent les gens systématiquement, oui, il y a des attentes, les attentes qui sont en été d'être en terrasse, oui, il y a des attentes d'avoir une attention sur un anniversaire, ça c'est des attentes correctes. Des choses plus surprenantes, des choses plus surprenantes, des signaux faibles un peu, là, en tendance, non, la rose à la Saint-Valentin, c'était pas une demande exigée, mais de temps en temps il y en a quelques-unes. Qui émergent. Non, il y a des vraies demandes en termes de groupe. Ou en tous les cas, on a vu... Pour simplifier le coup du doodle. Oui, encore une fois, et puis de plus en plus c'est aussi aujourd'hui, sur la fourchette, en couvert moyen, par réservation, on n'est pas à 2. On est plutôt à 2,7, et en Espagne, on est plutôt à 3. Parce qu'on va au restaurant, on va au restaurant plutôt à plusieurs. Voilà. Et la fréquence, est-ce que vous suivez, c'est par exemple le nombre de réservations par la même personne sur l'année par exemple? C'est une chose que vous voyez croître, mais vous suivez un peu la fidélité? Alors, oui, c'est quoi vos valeurs clés? C'est quoi la fidélité, la sens, oui, bien sûr. Oui, dans la fidélité, on suit nos clients. Aujourd'hui, un client qui réserve 10 fois dans l'année est un très très bon client. Un client qui réserve 5 fois dans l'année est un client normal. Un client qui réserve 3 fois dans l'année est un client basique. Voilà. Et aujourd'hui, ce que l'on suit, et en tous les cas, ce qui pour nous c'est le premier réachat. Parce qu'après, à partir du moment où ils ont réservé 3 fois,
très clairement, ils arrivent aux 10. D'accord. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. L'acte en lui-même, en tous les cas, la praticité, je pense, prend le dessus. Et pour le coup, rentre dans les coutumes. Et vous faites comme vous dites, vous permettez au restaurateur d'avoir une meilleure connaissance de sa clientèle, Oui. qui vient le voir, etc. Est-ce que vous faites aussi des analyses un peu de segmentation, en disant c'est plutôt les CSP plus et habitants en Aquitaine qui vont dans les restaurants où on mange de la viande, etc. Alors, après, je vais vous dire, c'est plutôt les CSP+, qui vont sur une frange de restaurant et plutôt qu'une autre, oui. C'est sur les prix, on s'en doute. Oui. Sur les prix. Sauf peut-être les occasions aujourd'hui, anniversaires, etc. Ce qui est intéressant chez La Fourchette, c'est que vous avez vous avez toutes les franges d'âge, ça c'est clair, qui viennent pour des raisons différentes. Mais vraiment tout ça. Par contre, oui, notre internaute est un internaute plutôt urbain, plutôt CSP+, plutôt voilà, parce que c'est aussi les personnes qui vont au restaurant. Et qui utilisent les smartphones. Etc. Par contre, il y a une autre frange qui apparaît complètement. On explose en ce moment en Espagne. L'Espagne croissait de manière normale et puis là, sur ces derniers mois, a doublé son volume de croissance. Donc c'est vraiment important. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on bénéficie de la fourchette ou c'est Oprah? Non, on a commencé à parler de nous, parce que la fourchette était habituée à jouer avec le bouche à oreille, et finalement, qu'est-ce qui nous rapporte le plus de clients? C'était le bouche à oreille. Mais on a décidé de parler de nous, dans la rue, et tout d'un coup à Madrid, on a mis des affiches, on a pris des chefs qui nous ont donné une table chacun, des noms connus, parce que quand je vous parle de starification, pour le coup, ça ramène du monde. Et on a créé un événement qui s'appelait donc La Fourchette t'emmène, et t'emmène sur un circuit gastronomique avec des restaurants, etc. En étant dans le métro, sur les bus, etc. Donc oui, bien sûr, ça a favorisé, mais ça ne redescend pas. Il y a une vraie attente. Et pour le coup, c'est un marché beaucoup plus concurrencé que celui de la France. Sur la France, il n'y a pas beaucoup de concurrents sur le marché de la réservation. Sur l'Espagne, il y en a plus. Et c'est aussi la crise. C'est clair. Donc on a plus de disponibilité dans les restaurants, que l'on remplit plus facilement. Et puis on arrive plus facilement à convaincre aussi un restaurateur de travailler avec nous parce qu'il a besoin de canaux d'acquisition, il a besoin de remplir. Donc c'est un point. Et puis de l'autre côté aussi, il y a de plus en plus de promotions. Et différence... on va regarder de près vos futures implantations et ça va être la Grèce, l'Italie. Non, vraiment pas. Non, c'est pas le propos. Là, pour le coup, c'est aujourd'hui même en France, qu'est-ce qui drive le plus finalement de réservation? C'est aussi parce qu'on a des promotions. Et les promotions, c'est le bon plan que peut offrir la fourchette. Il y a la différence des couponistes. Où ils envoient en masse sur un restaurant des réservations. Pour nous, ça s'inscrit dans un partenariat de plus longue durée. Et véritablement uniquement avec eux. Donc on n'est pas, d'abord c'est un partenariat qui doit être gagnant-gagnant, donc on leur prend rien de plus parce qu'ils font une promotion ou pas. Donc c'est d'abord à ce niveau-là. Et ensuite des promotions intéressantes. Quand vous avez des 50% sur des coupons avec des menus à 20 €, etc., c'est un menu qui a été constitué. Bon, c'est 20 €. Sur la fourchette aujourd'hui, en dehors des gastronomiques qui nous font en dehors des gastros, des grands chefs qui nous font des menus de dégustation à des prix, à un prix qu'ils ont fixé, il n'y a plus de promotion sur le menu. Il n'y a de promotion qu'à la carte ou sur l'addition. Et à la fin, vous avez exactement la même chose que les autres clients. Donc ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire pour un internaute, c'est de dire, je vais là, je mange, et puis maintenant j'arrive sur l'addition sur quelque chose qui devient totalement raisonnable pour moi, je peux m'en permettre le double. Vous êtes coté en bourse? Non, pas encore. À l'avenir. Bon,
Pas encore. Aujourd'hui, on est en train de faire une révolution, ou c'est une révolution pour nous en interne, ça ne se verra pas en externe, mais c'est une vraie révolution, on est en train de se structurer pour attaquer le marché international. Des différences culturelles et de pratiques par rapport entre la France et l'Espagne pour l'instant, des choses. Ah oui, très clairement, oui. Oui, mais on ne mange pas aux mêmes heures. Oui, c'est la première des choses. Oui, c'est toujours une surprise quand on arrive en Espagne. Oui. Et puis, des choses toutes bêtes. Aujourd'hui, calculer, on s'est beaucoup creusé la tête pour ce nouveau site, pour calculer un prix moyen sur un restaurant. Jusqu'à maintenant, sur notre site, on avait un prix moyen qui était du déclaratif des restaurants. Aujourd'hui, c'est un prix moyen qu'on va calculer sur la base de la carte. Et on considère en France que la plupart des convives prennent au moins une entrée, un plat, ou au moins un plat et un dessert. Oui, oui. Donc on calcule ce prix moyen sur la base de la carte, la moyenne des entrées, la moyenne des desserts, la moyenne des plats, on fait un 50% milieu d'entre entrées, plats, plus plats, desserts, etc. Je ne refais pas le calcul, voilà, mais qui est très simple et qui calcule. En Espagne, c'est différent. En Espagne, vous allez partager des pica-pica en entrée, d'accord, et puis vous allez prendre un plat. Donc le calcul, c'est pas le même. D'accord. Donc sur des petites choses comme ça, voilà. Et puis en Espagne, le menu du jour, on a enlevé des menus en France. On ne peut pas se le permettre en Espagne parce que finalement, tout restaurant a un menu du jour à midi, au même tarif, etc. Donc effectivement, la commission aussi, pour le coup, n'est pas la même. Un menu du jour en Espagne, c'est aux alentours de 10 € à midi, et vous avez entrée, plat, dessert, boisson, etc. Donc vous rentrez pas, vous êtes effectivement pas sur les mêmes secteurs. C'est des petites différences culturelles. Ouais. Et ensuite, des différences culturelles sur les internautes. L'Espagne est en train de découvrir, en tous les cas, est au niveau des réseaux sociaux à ce qu'on a connu en France il y a 5 ans. Donc c'est l'explosion, le tweet sur l'Espagne est actif à 150%, après sur la France on n'y a pas été d'une autre manière, mais beaucoup plus mature en France. Aujourd'hui en France on dit, et dans notre stratégie sur les réseaux, il va falloir qu'on sache quel est l'objectif pour pouvoir y aller, on n'ira pas sans avoir un objectif clair, et donc c'est une stratégie qui est en train de se construire. Sur l'Espagne, il faut simplement être présent parce que pour l'instant, c'est celui qui n'y est pas, il n'est pas bien. Mais il n'y a pas de question, on ne se pose pas la question derrière de comment, de monter une stratégie, etc. Il faut juste être présent en Espagne. Donc on n'est pas dans les mêmes attentes. Et ça a l'air d'être une vraie passion cette affaire, hein. C'est bien. C'est beaucoup de passion, mais de la part de tous, on est réellement passionnés par ce secteur, c'est la première des choses. Et puis c'est un secteur passionnant. Enfin, c'est vrai que c'est comme travailler avec des artistes. Dans un certain sens, et donc pour le coup, et puis c'est un secteur où les exigences des clients sont aussi particulières, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rattraper une expérience d'une soirée en restaurant si elle se passe mal. C'est pas comme un iPad qui s'est cassé et que vous remplacez le lendemain parce que vous avez du stock, etc. Ça c'est simple, finalement la satisfaction du client est beaucoup plus simple. Et vous avez moins de maîtrise parce que c'est un tiers qui va faire et le tiers entre dedans. Vous êtes protégé par le fait que ce sont les avis consommateurs qui font la vie et pas le vôtre, donc c'est un peu ça aussi. Oui, mais en même temps, la satisfaction du client, c'est quand même, enfin, moi ce qui va m'intéresser, c'est que ça se passe bien. Donc derrière, j'ai toute une part de contrôle de qualité. Je regarde même quand les restaurants baissent en termes de notes, on les appelle. Et parfois, oui, j'ai mon chef qui est malade cette semaine, ça se sent. L'impulsion elle descend, j'ai l'impression, etc. La semaine d'après ça remonte, génial, mais ce dialogue-là avec les restaurants fait qu'on est pour eux aussi des professionnels à leur écoute. Et qu'on dialogue avec eux sur les mêmes problématiques. Et pour les internautes, c'est aussi une garantie de l'autre côté d'avoir un partenariat intéressant. Mais oui, de la passion, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à tous les niveaux. C'est une boîte très jeune, c'est une start-up, ça joue comme ça. Vous avez un peu à l'image de ce que vous pouvez vous faire des start-up avec la table de ping-pong au milieu des bureaux. Mais en dehors de ça, c'est surtout, voilà, je vous disais 24/24, j'ai pas eu le temps de beaucoup regarder. C'est vrai, on s'arrête pas et on est tous, tous enthousiasmés. Ouais. Eh ben, ça se sent. Et merci beaucoup pour cette explication et cette découverte passionnante de la fourchette. Merci à vous.